Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, Depuis mardi dernier. Mardi dernier, on avait pas mal parlé de romans noirs, en fait, autour du bouquin de Geoffrey Brigandet. Voilà. Et puis là, on va changer un petit peu. On va parler de ce que vous avez lu. Si vous avez lu des choses, je sais pas, est-ce que vous avez lu des choses intéressantes? Moi, j'ai lu plein de choses intéressantes. Euh, et Par quoi j'ai commencé? Ah oui, j'ai intitulé ça Juillet comme une écharde, parce que j'ai trouvé ce poème euh, très beau de Claude Esteban, Le jour à peine écrit, 1967-1992, poème. Et voilà, il y a un poème qui se termine comme ça. Fou contre les parois, l'air en lambeaux résiste. L'arbre et ses poignets bleus, toute la terre torse qui se hisse. Juillet. J'avance dans la chair du jour. Juillet, comme une écharde. J'ai trouvé ce poème vraiment très, très joli. J'aime beaucoup ce qu'écrit Claude Esteban. Euh, Claude Esteban, je vais vous lire un petit peu. Je vous lis le quatrième de couverture. Qui songerait, même au soir de la plus vive attente, à reconnaître dans ces mots un sillage de ce qui fut. À peine écrit, le jour appelle un autre jour. Et nous, distance. Sur les pouvoirs de la parole, trop de soupçons, depuis longtemps ont pesé. Il faut vivre avec eux. Mais le matin est là, leur nouvelle est urgente. À tous ces riens de l'air, à ces présences sans profil, il faut un corps qui les accueille, un nom aussi, par-delà tous les signes effacés. Claude Esteban. Donc le jour à peine écrit ne se présente pas sous la forme d'une anthologie de poèmes éparses, sauf que je vais pas tout vous lire comme ça. Je peux pas, au niveau des droits d'auteur. Le rassemblement ici proposé cherche à rendre compte par de longues séquences d'une trajectoire d'écriture qui se manifeste et se confirme à travers 4 livres majeurs de Claude Esteban, écrits entre 1967 et 1992, Terre, Travaux du cœur, Le nom et la demeure, Élégie de la mort violente. Quelqu'un commence à parler dans une chambre. Le dernier recueil de Claude Esteban, publié à ce jour, Morceaux de ciel, presque rien, chez Gallimard, a reçu le prix Goncourt Poésie en 2001. Et celui-ci aussi est publié aux éditions Gallimard. Merci Laura, bonjour. Je ne sais pas si tu as lu des choses ou si tu as envie d'en parler ou pas. Je me suis dit en fait l'été, bon voyage, et puis c'est la nature, et, euh, et voilà, j'ai pensé à ça en préparant ce Twitch ce soir. On se rit des nuages. On dit qu'ils ne sont rien, de l'air qui bouge. Nos raisons les séparent du ciel pour mieux penser. Ils pèsent toutefois. Ils apaisent le temps quand ils s'approchent. Nous les aimons, nous, les meurtris. Nous leur offrons nos soifs. Voilà. Je ne sais pas si vous regardez les nuages. Là, aujourd'hui, il y avait des nuages. Ça faisait du bien après 2 semaines de ciel totalement bleu. Voir quelques nuages. On respire. Un peu de vent. J'étais à Sion et à Martigny, dans le Valais aujourd'hui. Il y avait beaucoup de vent à Martigny, entre autres. Et de nulle part, le vent. Le corps du vent, heurtant l'écorce de l'air vide, venu du rien, aigu, épars. Tout le vent sur la page à peine écrite. Voilà. Si vous avez envie de découvrir Claude Esteban, et c'est vrai qu'il y a vraiment une progression dans ces textes. C'est bien de pouvoir lire comme ça en progression. Mais voilà, je peux pas tout vous lire comme ça. Dans le sens. Voilà. Je crois que c'est au dernier Twitch ou au précédent Twitch, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jean-Pierre Siméon, et je vais vous
relire des extraits de La Nuit respire de Jean-Pierre Siméon. Et ça, c'était chez Chêne éditeur, dans la collection Poèmes pour grandir. Une collection avec des petites illustrations comme ça, qui sont... Est-ce que c'est marqué? Je ne sais pas qui est-ce qui fait ces illustrations. Est-ce que c'est marqué quelque part? Non. Alors, c'est pas marqué. C'est peut-être Jean-Pierre Siméon qui les fait, je sais pas. La venue du jour. Soudain, le cœur se tait, la main se pose. Dans les maisons, les gens se disent de graves secrets. L'ombre des arbres nous ressemble, attentive et muette. Il nous vient à bonheur de plus loin de nous-mêmes. De chaque pierre va naître un oiseau, de chaque lampe un visage, un soleil, et dans chaque fenêtre une aube pour nos yeux. C'est beau, Siméon. C'est vraiment... Puis on reparle du vent. C'est un peu le lien que j'avais fait avec ce... Ça s'appelle Questions sans réponse. Vers qui court-il le vent immense dans les forêts sur les collines? À qui répond le merle noir dans l'ombre blanche de l'hiver? Pour qui la lune, la nuit venue, lève-t-elle son miroir bleu? Pour quel fruit, vers quel parfum tremblent toujours les mains de l'homme? Et à qui parle derrière la vitre l'enfant laissé à son rêve? Voilà. La poésie, c'est du rêve. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans la poésie. Et puis un petit dernier de Jean-Pierre Siméon. S'appelle Toutes les mains. Il y a des mains de bruyère qui nous font signe sur les chemins du soir. Il y a des mains d'eau calme qui dorment sur le sable. Il y a la main de l'aube où la mésange fait son nid. Et la main de pierre aussi, où le lézard se nourrit de soleil. Toutes les mains ont leur histoire, qu'elles soient filles des oiseaux ou de la neige reposée, ou rude écorce ou feuilles douces. Et la caresse est leur mémoire. C'est quand même beau, la caresse de la main, la mémoire, c'est splendide. Voilà. La nuit respire de Jean-Pierre Siméon. Voilà. J'ai été donc aujourd'hui à Sion et puis à Martigny. Je continue ma tournée des libraires où je présente les nouveautés de plusieurs maisons d'édition. Et puis je suis allé à la liseuse à Sion. Et Françoise, qui est une libraire que j'adore, me dit « Ah, ça, faut que tu prennes ça. » Marie Charelle, Les danseurs de l'aube. J'ai quasiment terminé, pas totalement, mais c'est vraiment un bouquin génial. En fait, c'est le récit de Sylvine et Maria Rumenstein croisés avec la vie de deux danseurs de flamenco. Et ouais, la liseuse. Alors, si vous savez pas quoi faire, allez-y. Si vous savez quoi faire, allez-y aussi. C'est une librairie incroyable. C'est une des rares librairies où il y a du fond éditorial, ce qui est très rare aujourd'hui. Il y a vraiment... en plus, il y a un site, son site, il y a tous les ouvrages qui sont disponibles, enfin qu'elle a en stock qui sont sur le site. Donc ça, c'est assez génial. Voilà. Et je vais vous lire un petit passage. En fait, on va partir en 60... Non, c'était en quelle année? 2017, pardon. En 2017, à Hambourg, où il y a des manifestations contre le G20. Voilà, il y a des grosses manifs à Hambourg. Et là, il y a un reporter qui est là.
Le photographe de l'AFP se frotte les yeux en avalant une tasse du café froid de la veille. Une migraine lui vrille le cerveau. 3 heures de sommeil et pas un cliché correct à envoyer au bureau. C'est la cata. Il se redresse en faisant craquer les os de ses longs doigts tachés de nicotine, avale un chewing-gum pour éteindre son haleine de bête, puis se refaire quelques pas, son appareil à la main. Il ne s'en sépare jamais, au cas où. La fumée des voitures brûlées, appesantie par l'humidité de la nuit, forme une brume étrange et poisseuse, collante au béton. La plupart des activistes dorment encore. À 6h43, il est trop tôt pour que les hostilités reprennent. Pourtant, il sent qu'il doit se tenir là, objectif tendu face à l'aube, les sens en alerte, attentif. Quelque chose est sur le point d'advenir. Il attend quelques minutes, les muscles tendus par l'intuition, ce truc que les jeunes du métier lui envient, le sixième sens du vieux roublard. Impossible de l'expliquer, c'est comme ça, c'est tout, il sait. Il doit se tenir là, patient, autant qu'il le faudra. Une crampe commence à mordiller son avant-bras lorsqu'un bruit de talons rebondit sur l'asphalte humide du Schanzenviertel, sec et déterminé. Voilà. Il tend son appareil vers la brume épaisse. Il aperçoit d'abord une main tendue vers le ciel, déchirant le brouillard enfanté par la nuit, puis un visage. Une jeune femme à la crinière noire d'ébène surgit. Elle frappe des pieds selon une chorégraphie méphistophélique, les yeux plongés dans ceux d'une créature tout aussi captivante, cheveux blonds rejetés en bataille sur les épaules. Une fille, ou peut-être un garçon, difficile à dire. Leurs corps sont à demi engloutis par la brume, comme s'ils venaient de naître ici, maintenant, engendrés par le chaos de la nuit, échappés d'un rêve chamanique. Je tiens mon cliché. Le photographe mitraille les deux danseurs, la valse hispanique de leur corps au milieu des détritus et des nuages accrochés à la terre, sublimes enfants. Avant qu'ils ne disparaissent, il court pour les rattraper. Vous êtes qui? Le couple lui jette un regard absent sans interrompre sa danse folle. Comment vous appelez-vous? Réitère le photographe à bout de souffle. Le garçon blond daigne se pencher vers lui et murmure, un sourire de défi aux lèvres. Imperio et Dolores. Il s'évapore aussitôt, mais le photographe n'en a cure. Il se précipite au café, connecte son appareil à son ordinateur portable et parcourt la vingtaine de clichés pris quelques instants plus tôt. Il s'agit d'être réactif, de faire parvenir son image au bureau avant les autres agenciers. Il sélectionne la meilleure photo, celle où les deux inconnus virevoltent dans la brume, tels deux fantômes surgis des lames. Il écrit quelques lignes en guise de légende. Imperio et Dolores, deux jeunes dansant à l'aube dans la brume des fumigènes, quartier de Schanzenviertel, manifestation contre le G20. Il clique sur le bouton envoyer, éteint son ordinateur et commande un café avec le sentiment du devoir accompli. Il l'ignore encore, mais dans quelques heures, son cliché sera repris par la plupart des médias internationaux, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et en Chine. Il sera diffusé au journal de 20 heures, analysé sur les plateaux télévisés, décrypté sur Internet. Il sera admiré, copié, étudié. Il fera rêver, fantasmer et sera partagé plus d'1 million de fois sur les réseaux sociaux. Il l'ignore encore, mais la photographie des danseurs de l'aube est sur le point de changer le monde. Voilà. En fait, voilà, les danseurs de l'aube. Et il se trouve que Imperio et Dolores, c'était les noms que s'étaient donnés les jumeaux Sylvine et Maria Rubinstein, qu'on leur avait donné afin de faire plus espagnol que juif en cette période terrible de l'Allemagne. Maria Rubinstein finira à Treblinka avec sa mère et Sylvine Rubinstein vivra assez longtemps, je crois qu'il est décédé en 2011, et tout le long de sa vie, il s'est attaché à, que ce soit avant la guerre, que ce soit pendant la guerre, que ce soit après la guerre, à se battre contre le nazisme. On ne sait pas exactement combien de personnes il a pu tuer, mais voilà, il y avait
la mort de sa sœur a été terrible. Et là, c'est un hommage aussi à la danse, à cette beauté. Ces enfants, leur mère va sentir qu'il y a quelque chose qui est vraiment dangereux. Elle va les envoyer. Euh, il savoir que les Rubinstein ont fui la Russie bolchevique et se sont réfugiés en Hongrie. On a également la situation de la Hongrie aujourd'hui. On voit aussi le côté politique du monde d'aujourd'hui. À un certain moment, quand ça commence à tourner très mal, elle va envoyer ses enfants vers une professeure de danse très renommée, où son mari, qui sera tué par les bolcheviks, où son mari avait appris la danse. Là, ces enfants vont vraiment pendant 7-8 ans être soumis à vraiment un travail intense autour de la danse. Et leur prof de danse va vouloir vraiment qu'ils aillent vers la danse classique. Mais eux, ce qu'ils aiment, c'est le flamenco. Et puis un jour, on va leur donner ces deux noms. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur plusieurs histoires. On est donc sur l'histoire des Rubinstein, mais on est aussi sur l'histoire de Lucas, qui va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Iva, et en fait qui vont être, on peut dire, la mémoire des Rubinstein. Lucas est fasciné par la vie de Sylvine Rubinstein et va faire découvrir à Iva ce monde, et on va suivre comme ça. Donc à un siècle quasiment de différence, on voit la vie des deux. Berlin, 10 mai 1935. Ernst Bloch, Otto Dix, Franz Kafka, Karl Marx, Rosa Luxemburg, Stefan Zweig, Sigmund Freud, Victor Hugo, André Gide, Ernest Hemingway, Jack London, James Joyce, Vladimir Nabokov. À Berlin, en 1933, les milliers de livres d'auteurs jugés décadents par le régime nazi sont partis en fumée dans les autodafés. Mais cela, Sylvine et Maria l'ignorent. Ils ne lisent pas les journaux, si peu. L'actualité ne les intéresse guère. Ces choses-là sont faites pour les personnes sérieuses, les gens de bureau, se levant tôt le matin, les adultes. Eux sont encore des enfants. Ils sont jeunes, beaux. Le succès leur tend ses bras auréolés de gloire. Les contrats pleuvent. Chaque semaine, ils changent de ville. Budapest, Bucarest, Prague, Berlin. Dans la capitale allemande, tout s'accélère encore. Ils se produisent au Wintergarten. En coulisses, ils marchent sur les pas de Caroline Otero, croisent Joséphine Baker et les vedettes du moment. Tout le monde les adore. On s'y arrache. Personne ne se préoccupe de savoir s'ils sont juifs ou non. On les imagine espagnols. Ne dansent-ils pas le flamenco? Maria coupe ses cheveux blonds au carré comme les Françaises de Paris. Sylvine commande de nouvelles chaussures qu'il brosse avec soin chaque soir. Bottines en daim clair, derby en cuir, Richelieu brodé. Après le Wintergarten, ils dansent à la Scala, le plus célèbre théâtre de variété de Berlin, puis au Plaza. Ils deviennent des figures de la vie nocturne berlinoise. La journée, ils se reposent, ignorant l'ombre se refermant sur eux. La nuit, lorsqu'ils ne sont pas sur scène, ils côtoient voyous, acteurs, musiciens, travestis, impresarios. Ils se font des amis, aiment, chantent, embrassent, vibrent. Le monde leur appartient, croient-ils. Ils ne prennent rien au sérieux, à exception de la danse. L'un des impresarios les plus en vogue approche Maria. Il recherche un duo de danseuses pour la soirée privée, organisée à l'occasion de la visite des ambassadeurs français, britanniques et américains dans la ville. Elle lui propose le duo de Dolores et Imperio. Il refuse. Les officiels ont réclamé 2 danseuses exclusivement. Impossible. Maria ne monte sur scène avec personne d'autre que Sylvine. Mais l'impresario lui offre beaucoup d'argent. Il veut 2 femmes. Alors, donnons-lui 2 femmes, décrète Sylvine avec malice. Il enfile une robe, des bas et une perruque. Le temps d'une soirée, Dolores et Imperio deviennent Dolores et Imperia.
Les diplomates sont enchantés. Ils nivotent du feu. Bonsoir, monsieur Flop. Voilà. Et on retrouve donc le deuxième couple. Monsieur Flop, est-ce que vous, avez lu quelque chose d'intéressant dernièrement? Moi, je continue avec ce livre que j'ai quasiment terminé aujourd'hui. Les danseurs de l'aube de Marie Charelle. Ça se dévore. Enfin, moi, j'ai vraiment dévoré. Varsovie, juillet 2017. La perruque brune glisse sur ses cheveux blonds. Lucas tente de la fixer avec des barrettes, ajuste le bustier, trop serré à son goût. En fait, on leur a demandé exactement la même chose que ce qu'on avait demandé à Sylvine et Maria Rubinstein, à 100 ans d'écart. D'accord, ok, je te tutoie, monsieur. Les faux seins en obus que lui ont fabriqués Karl et Nazir en bourrant un soutien-gorge de mouchoir n'ont rien de naturel. Eva, elle, est à l'aise dans le personnage masculin qu'elle a sculpté suivant son désir. Désormais, je suis Imperio. Et toi, tu es Dolores, rit-elle. Elle tourne dans la petite loge en accentuant le balancement des épaules à la façon d'un homme. Lorsqu'il l'observe, Lucas gagne un peu d'assurance, mais celle-ci s'évapore à la vue des froufrous excessifs de sa robe. Il ne croit pas en son personnage. Saura-t-il faire illusion près de Jaco? Les voilà en coulisses, prêts à bondir sur scène. Eva avance la première, petit pas nerveux, visage tourné vers le sol, main posée sur l'abdomen, sa présence instaure une tension sauvage. Fidèle à son personnage, elle insuffle une vigueur masculine aux phrasés de ses pas. Elle chauffe l'espace pour préparer l'entrée de Lucas. Mais il ne saisit pas l'invitation. Son corps refuse le mouvement. Ses muscles se figent, se cabrent, le doute prend possession de ses gestes. Le voyant pas venir, Eva esquisse un pas en arrière. Leurs regards se croisent. Les lèvres du jeune homme articulent une phrase muette, puis il détale. Sans un mot pour Jacob, elle se lance à sa suite. Il traverse les loges, fonce vers la porte de service, sort. Il court dans la rue si vite qu'il va à peine à le rattraper. Il fonce de toutes les forces, cherchant la brûlure du muscle, la douleur de l'effort extrême, la violence du souffle écrasant la pensée. La vague copie de Sylvine Rubinstein, qui s'apprêtait à monter sur scène, lui inspire de la honte. Il admire trop le danseur pour le plagier aussi vulgairement. Il est peut-être un androgyne, un intersexe ou un berdache, mais il refuse d'être un imbécile déguisé en cocotte. Ouais, alors voilà. T'as rien lu récemment, mais t'as lu des choses, peut-être pas récemment, mais avant, tes coups de cœur. Moi, ça me fait rien en fait. Hein. C'est pas que des ouvrages récents que je présente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous aimez, ce que vous avez. L'autre jour, par le Twitch, c'est comme ça que j'ai découvert du roman noir que je ne lis jamais quasiment. Et c'est grâce je sais plus comment il s'appelle, d'une revue qui m'a parlé de ce roman. J'ai commandé et j'ai adoré. Enfin, c'était un vraiment grand coup de cœur. Donc, faut pas hésiter à me partager ce que t'as aimé, quels auteurs tu aimes. Voilà. Et puis, je vais faire un petit truc. Ah ouais, j'ai lu ça et j'ai pensé, en lisant ce petit bouquin de poésie, j'ai pensé à Sonia. Enfiler la chemise de l'aïeul. C'est un bouquin de Souad Labise. Alors, c'est en bilingue, traduit en arabe par Diabou Selmi, avec une linogravure de Maud Leroy. Ah, mais c'est marrant, Maud Leroy. Celle qui fait des linos pour voie de garage. D'après une œuvre d'Annie Courdian. Et c'est aux éditions des Lisières. Voilà. C'est très très beau. Si je bafouille, c'est Alger qui vient à l'improviste toquer à ma langue. Depuis le temps des fâcheries, elle n'ose plus entrer sans frapper. Ça, c'était le petit poème dédié à celui-là si elle nous écoute ou si elle nous rejoint plus tard. Et une autre petite poésie que je trouve très jolie. Le passé typographe somnambule,
réajuste ses lettrines de plomb sur les pages blanches de l'avenir. Regardez comme c'est beau. J'adore la typo, la manière dont c'est écrit aussi en arabe. C'est une belle mise en page. Ah, voilà. Ça, c'est marrant parce que c'est... Voilà, ça j'avais eu ça à la librairie de l'étage à Yverdon. Les librairies indépendantes, c'est génial pour ça. J'adore. J'adore les librairies indépendantes parce que c'est là où on trouve... je sais pas si vous avez, vous, des librairies où vous allez régulièrement. C'est pareil, si vous avez des coups de cœur de librairie, il ne faut pas hésiter à m'en parler parce que voilà, j'aime bien aller comme ça, puis découvrir, que ce soit en Suisse ou en Navarre ou ailleurs. Je ne suis pas avare de lieux, de trouver des lieux. Avec mon amoureuse, quand on voyage dans les librairies. Enfin, c'est un des endroits phares. Il y en a qui vont dans les piscines, il y en a qui vont je sais pas, qui vont visiter, je sais pas quoi. Nous, on va visiter les librairies. Et, bon, on visite autre chose, on fait autre chose. Mais la librairie, c'est quand même... On va pas se dire on va à Bologne et puis on va pas dans une librairie. Même si je parle pas un mot d'italien, c'est pas possible. Ce poète, je vous en avais déjà parlé. Ah, Laura, t'as pas mis la référence de... J'ai peut-être pas donné le titre. C'est Enfiler la chemise de l'aïeul de Souad Labise aux éditions des Lisières. Voilà. C'est Laura qui met les sources. J'ai pas eu le temps de préparer ça. Mais vous les retrouverez sur ma chaîne euh, demain matin. Sur la chaîne et puis sur YouTube aussi. Loïc Héry, c'est un poète que j'ai découvert quand j'étais libraire en Normandie. Ça date déjà un petit peu. Et en fait, c'est sa mère qui vient un jour m'apporter un carton à dessin et qui me dit mon fils est décédé, j'ai découvert des poèmes de lui et je sais pas quoi en faire. Et il y avait un recueil de poèmes qui était déjà paru et elle me fait voir, elle me demande si on pouvait l'avoir en dépôt dans la librairie. Et je lui dis bah ok, je vais regarder et puis ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire. On a fait une exposition, on avait une galerie dans cette librairie à Cherbourg. Et on a fait une exposition, on avait présenté pour la première fois les œuvres de Loïc, parce qu'en fait, en plus d'écrire des poèmes, il faisait aussi calligraphier ses poèmes. Et dans Éclat, il y en a certains qui sont calligraphiés comme ça. Et il y a vraiment des choses extraordinaires. Moi, c'est un poète que j'adore, qui est mort très jeune. Loïc Héry, pendant un temps, il y avait un site, je ne sais pas s'il existe toujours, mais ce poème, par exemple, extrêmement bref, et que je trouve qui me restait dans la tête. Quand est-ce que c'était ça? Ça a été publié en 1991. Ah, le site existe toujours, super. En 1991, et ce poème, je l'ai toujours dans la tête. C'est parce qu'il n'est pas long, peut-être, mais écoutez. La route est longue, jusqu'à l'aplomb, improbable. C'est extrêmement puissant. Et un deuxième. Écrire à la proue, embarquer dans l'obscur et sentir le silence écumer à mes flancs. Voilà. Loïc Héry, si vous ne connaissez pas, il y a plusieurs bouquins qui sont parus sur le site, ils y sont. Ça avait été publié aux éditions Motus. Je ne sais pas s'il est toujours disponible. Éditeur cherbourgeois. François David qui fait un très beau travail aussi de livres pour la jeunesse. Édition Motus, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il fait. Il fait des choses aussi assez marrantes. Un livre-objet, donc c'est une bouteille avec un texte poétique à l'intérieur de la bouteille.
Enfin, il y a des choses, voilà. Donc, édition Motus, et c'est joli Motus, parce que regardez comment c'est écrit. C'est très très beau. Voilà. Alors, j'ai... merci Laura pour ce lien. Bon, alors, donc Monsieur Flop n'a rien lu récemment. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont lu des choses récemment ou pas récemment et qui auraient envie de m'en parler? Moi, je suis toujours avide d'avoir des... Ça, c'est ma poubelle. D'avoir des suggestions de livres. Non pas que j'ai rien à lire, mais ça m'intéresse toujours. Ça, je vais lire ça, je sais pas si quelqu'un l'a lu. Villa Royale, d'Emmanuel Fournier-Laurens. En fait, il se trouve que je vais faire une rencontre au Festival du Tout Nouveau, qui est un festival, je sais plus quand, c'est le mois d'août, je crois, ou au mois de juillet, je sais plus. Enfin, non, c'est pas au mois de juillet, on est le 26 juillet, donc c'est au mois d'août. Et donc j'y vais pour faire une rencontre autour de Damien Murit. Et, et en fait, il y aura Emmanuel Fournier-Laurens à une rencontre où je participerai, puisque Damien Murit ne pourra pas être là. En fait, comme je suis son éditeur, ben voilà, je serai, je serai là. Mais c'est quand même bien de pouvoir lire, le bouquin de la personne avec qui on discute. Alors, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié était un thriller psychologique policier. Il s'agissait d'une œuvre de Nicolas Takian qui est Toxique. Alors, je note, je ne connais pas du tout. Ah, mais je vais être dans le noir, c'est génial ça de me donner des... Nicolas Takian, d'accord. Je ne connais pas. Et Toxique. Ok. Vraiment apprécié. Vraiment apprécié. En fait, tu as lu d'autres bouquins de cet auteur ou et tu l'as apprécié pourquoi? Tu lis beaucoup de romans noirs ou de thrillers? Moi j'aime bien. Alors thriller psychologique policier, ça m'intéresse. Euh, Moi, le côté, je sais pas, Agatha Christie, trouver le meurtrier, ça m'intéresse pas tellement. Euh, J'aimais bien comment il s'appelait, Munkel, parce que j'en ai lu quelques-uns. Parce que justement, il y avait le côté psychologique, c'est ça qui m'intéressait. Ou en Rivage Noir, Elroy, j'aimais bien, mais bah, c'est pas thriller, c'est plus du, je sais pas, roman noir. Enfin, j'ai du mal à définir les, comment est-ce que c'est roman noir, roman policier? Je suis pas fan, enfin pas fan, pas très connaisseur de ça. Mais mais super. Bah, je vais découvrir ça. C'est chez qui ça? Nicolas Takian, Toxique. Ok. Bah, très bien. C'est une bonne piste pour la suite. Euh, oui, alors je vais parler de Murit. Allez, je vais vous lire, puisque je les ai sous la main. J'en ai deux sous la main. Les Mille Veuves. Je voulais juste pour que vous entendiez la voix de Damien Murit. L'eau froide de la mer ruisselait sur mes épaules, faisait autour de mes hanches comme une crinoline d'argent. Et ses mains tremblantes qui doucement venaient vers moi d'une brasse impatiente l'ont défaite. Je sais encore les courbes de son corps, je sais encore la rondeur de son sexe qui doucement force le mien, ses lèvres qui cherchent les miennes, et son souffle, frais comme la rosée du soir, lorsque dans la bruyère elle s'égare. Je lui ai offert le rose de mes seins, il l'a pris sur la langue pour le laisser fondre, et j'ai vu dans ses yeux s'ouvrir des bourgeons. J'ai senti sur sa peau le long frisson des fleurs qui éclosent, et le blanc pur devant nous s'étendait infini.
je le sais, il m'aimait plus que tout. C'est vraiment... voilà. Et donc ça, c'était Les Mille Veuves. En fait, il y a 3 textes qui sont parus, qui ont été réédités aux éditions d'en bas, en poche. Il y a Les Mille Veuves, Le Cri du Diable, et puis La Lune assassinée. Alors, on est sur une autre histoire, hein. C'est marrant, il y a une forme de rapprochement. Alors, il faut que les peaux se frôlent, se touchent comme le lierre avec la pierre, que ce qui est douleur soit plaisir, ce qui est cri soit murmure, corps contre corps, ombre entrelacée, le satin des caresses panse les plaies, haleine tressée entre sévères rosés, leurs bouches se dévorent, leurs doigts cherchent, fouillent, toujours plus loin, les sources, les racines, et dans l'ivresse des chairs qui brûlent, une promesse. Je n'aimerai que toi. Des ténèbres, il ne reste plus qu'une faille, un écho à l'agonie. Lisez Damien Muric, c'est vraiment, pour moi, c'est un des grands auteurs suisse romans contemporains. Oui, merci beaucoup. Laura, tu arrives à me dire chez qui Nicolas Takian est édité? Avoir Toxique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les maisons d'édition, j'aime bien. Comment Je trouve qu'il y a des. C'est pas un hasard si tel bouquin est édité chez tel éditeur ou pas. Et puis, ça me permet aussi de découvrir des maisons d'édition que je ne connaissais pas. Et puis, tout d'un coup, on voit le catalogue de cette maison d'édition. Oui, mais avant le livre de poche, c'était chez qui? Donc, c'est un éditeur de chez Hachette, certainement. Donc, Grasset, Fayard, Lattès, peut-être Lattès, si c'est du roman noir. Ok. En attendant, René Char, Les Terras, édition de l'Épée. Alors là, je ne connais pas du tout. C'est marrant ça. Souvent, les collections de poche correspondent à des maisons d'édition. Par exemple, J'ai lu, c'est souvent Flammarion. Folio, c'est Gallimard. Livre de poche, c'est le groupe Hachette. Point Seuil, c'est Seuil, Viviane Ami. René Char, Les Terras Amorosa, avec des illustrations de Georges Braque et de Jean Harpe, en poésie Gallimard. Mais il faut que je regarde édition de l'Épée, ça m'intéresse. Je vais regarder ce que c'est que cet éditeur. Ah, Calman Levy, ok. Ah oui, donc Calman Levy, effectivement, c'est un éditeur de chez Hachette. Ok. Calman Levy, ouais. Et effectivement, qui fait du roman noir et du polar. Nos paroles sont lentes à nous parvenir, comme si elles contenaient, séparées, une sève suffisante pour rester closes tout un hiver. Ou mieux, comme si, à chaque extrémité de la silencieuse distance, se mettant en joue, il leur était interdit de s'élancer et de se joindre. Notre voie court de l'un à l'autre, mais chaque avenue, chaque treille, chaque fourré la tire à lui, la retient, l'interroge. Tout est prétexte à la ralentir. Souvent, je ne parle que pour toi, afin que la terre m'oublie. Voilà. René Char, ça c'est vraiment splendide. Je regarde, j'ai des bouquins que j'ai préparés, mais je regarde ce que j'ai sur mes piles à côté. En fait, j'ai toujours des piles, pas possible. Agapé, ça je sais comme ça.
c'est du travail. Ah si, il y a Mallarmé. On est en train de... avec mon amie Jacqueline et mon ami Maxime, qui sont tous les deux à Paris, avec Paul, qui est en Équateur, et Jimmy, qui est au Texas. On a fait pendant pas mal de temps des lectures, une fois par semaine, de Whitman, entre autres de Feuilles d'herbe. Et puis là, on a décidé de passer aux poètes de langue française. Et on commence. Alors on avait déjà fait une fois, de Mallarmé, parce qu'on cherche des liens avec Whitman, direct ou indirect, et des rapports avec la musique. Et c'est hyper intéressant. Et là, j'ai quelques vidéos à regarder, mais je n'ai pas eu le temps depuis vendredi. Et on a parlé de l'après-midi d'un faune la dernière fois. Et là, je suis en train de lire le Pléiade de Mallarmé, et c'est génial. Je ne sais pas si vous lisez quand vous avez un bouquin quelconque avec un texte d'introduction, si vous lisez ces textes d'introduction. Moi, j'avoue que, par exemple, chez Segers, dans la petite collection poésie, ouais, par exemple, comme ça, Guy Mano, le texte, vous voyez, le texte d'introduction, il est fait, entre autres, par André Chédid et Pierre Toreille. Et c'est génial. On découvre vraiment la vie d'écrivain. Et moi, ça me parle pour après pouvoir lire l'écrivain. Alors des fois, ça peut paraître un peu fastidieux. On se dit, mais ça, je le passe. Et puis en fait, il y a des fois, c'est quand même pas mal de... Allez, je vous lis le... C'est assez marrant parce que il a un rapport avec l'anglais dont on discute là, parce qu'il a traduit Edgar Poe, il a pas mal enseigné l'anglais, mais il semblerait que ce soit pas un excellent traducteur, ni... c'est assez marrant quand même. Il y a vraiment des... C'est un drôle de personnage, Mallarmé. Rencontre. Tu secouais ton noir flambeau, tu ne pensais pas être morte. J'ai forgé la grille et la porte, et mon cœur est sûr du tombeau. Je ne sais quelle flamme encore brûlait dans ton sein meurtrier. Je ne pouvais m'en soucier. Tu m'as fait rire de l'aurore. Tu crois au retour sur les pas que les seuls sens font les ivresses. Or je bâillais en tes caresses. Tu ne ressusciteras pas. C'est pas cool, hein, quand même. Alors, moi, je suis pas fan du Mallarmé de la jeunesse. Je trouve que c'est très conventionnel, convenu. Par contre, il y a vraiment des éclats chez Mallarmé qui m'intéressent beaucoup. Puisque j'ai pris le Guy Lévis Mano, allons-y. Donc, voilà. Il y a un quatrième de couverture, ce qui est rare en poésie Segers. Tous ceux qui aiment la poésie connaissent l'éditeur Guy Lévis Mano. Depuis 40 ans, il consacre à la poésie et aux poètes l'essentiel de son activité. On connaît moins le poète Guy Lévis Mano, et pourtant il se dégage de son œuvre. Il n'y a pas plus solitaire que la nuit, le dedans et le dehors, l'auge et la source. Un ton déchirant et authentique, un sentiment de l'indicible qui font de lui un vrai poète de notre temps. Minute. Mes yeux sont beaux. J'ai un marteau et des clous qui veut de ma marchandise. Je cloue les rêves sur les fronts. Mes yeux sont beaux. J'ai un marteau et des clous qui veut de ma marchandise. J'en fais des traînes, longues comme une agonie. J'ai longue provision de joie. Celle qui veut de ma marchandise, je l'accrocherai à un morceau de vent. Mes yeux sont encore plus beaux de n'avoir pas franchi le seuil. Je vous clouerai tous aux portes des vents. Chut, ma valise est vide. Mais où sont les anges qui déballeront pour moi leur joie? Après, j'y pense. Il y a aussi un livre qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, Des fleurs pour Algernon. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Daniel Case. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Ah, c'est bien ça, un bouquin qui marque. Ouais,
ça alors c'est marrant parce que j'en discutais à la librairie Délivrez-moi à Martigny. Je discutais avec la libraire et elle me disait, je disais, mais c'est bientôt la rentrée. Elle me dit, oui, je sais pas quelle rentrée je redoute le plus, si c'est la rentrée scolaire ou la rentrée littéraire. Elle me dit, mais on n'est pas là pour mettre des livres en rayon, on est là pour les vendre et pour les conseiller. Et en fait, il y a une surproduction. Et justement, on parlait de ça, on parlait des bons livres qui durent et qu'on devrait pouvoir, mais malheureusement sous un problème de trésorerie, conserver en fond de librairie. Euh, Parce que voilà, Des fleurs pour Algernon, si c'est un bouquin qui a plu il y a 20 ans, il y a certains livres qui se démodent. Mais enfin, il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans. Je sais pas quel âge tu as, monsieur Flo. Mais euh, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Bref, euh, ils sont encore bons. Enfin, voilà, moi, la nouveauté, je trouve ça bien, mais si bon, il y a des auteurs, moi, Mauriac, par exemple, je pense que c'était bien à son époque. J'ai du mal aujourd'hui, je trouve que c'est un peu. Voilà, il y a quelques. Qu'est-ce que j'ai lu? Comme ça, je m'étais redit, ah, tiens, je vais lire ce bouquin. C'est un libraire qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, ah, mais je suis encore fan de ce livre. Puis j'ai relu 30 ans après, et je dis, ouais, c'était bien quand j'étais ado, quoi, de le lire, mais une dizaine d'années. Ah, d'accord, 26 ans. D'accord, ok, donc c'était au moment de l'adolescence, ok. Des fleurs pour Algernon, ok. Et ça, c'est aussi un roman noir. Ça je veux bien l'éditeur, alors, c'est bien, je note, c'est super. C'est vraiment un chouette ouvrage, et je pense que c'est le premier ouvrage qui m'a fait pleurer. Ah ouais, ah génial. J'ai j'ai lu, comment ça s'appelle? Alors là, j'ai un trou, l'éditeur va m'assassiner parce que je présente ma tournée. J'ai ça dans mon sac. Je on est plus sur un roman SF pour ce dernier. D'accord. Ah, c'est ça, Algernon. Ah, mais oui, c'est chez Robert Laffont. Ouais, je crois, ouais. Flammarion Jeunesse. Flammarion Jeunesse. Ah, tiens, c'est marrant. Ça n'existe pas en collection adulte. Mais Algernon, il a publié plusieurs bouquins. C'est, ça me dit vraiment quelque chose. Oui, dans les premiers ouvrages qui m'a fait pleurer, je pense à un bouquin que j'ai lu qui s'appelle euh, Lucia Joyce, folle fille de son père. C'est un ouvrage, je sais pas quand est-ce qu'il paraît, je sais pas quand est-ce qu'il paraît, mais il va apparaître prochainement. Euh, Ça sera aux éditions du Canoë, et c'est la vie de Joyce, enfin la vie de Joyce, la vie de Lucia Joyce. Et j'ai pleuré, ça faisait très très longtemps. Ah, il n'existe pas en édition adulte. D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est marrant parce qu'avec mon amoureuse, on en parlait cette semaine. Euh, on parlait du classement des livres en librairie, parce que justement, sur le site de la liseuse, il y avait un classement qui interpellait mon amoureuse, qui disait, mais c'est génial ce classement. Euh, j'ai su aujourd'hui qu'en fait, c'est le classement d'un logiciel de certaines librairies indépendantes suisses. Voilà. Donc, c'est pas son classement uniquement de la librairie de la liseuse, mais c'est un logiciel. Voilà. Et moi, je disais que quand j'étais libraire à Cherbourg, j'avais fait un interclassement au niveau de la jeunesse. Euh, En fait, quand les livres, quand l'enfant ne savait pas lire encore, livres cartonnés, livres tissus, etc., c'était en jeunesse. Et après, c'était un interclassement. C'est-à-dire que je ne. Ah, d'accord, super, il est mis en lien. Ah, c'est un bouquin splendide. Eugène Durif, je veux vraiment lire d'autres bouquins de lui parce que c'est vraiment super. Et j'étais une vingtaine d'années libraire.
et j'étais toujours sidéré par le fait que on fasse cette séparation entre littérature adulte et littérature jeunesse. Et surtout quand il y a eu le phénomène Harry Potter, où quand il y avait des parents qui venaient, souvent la mère, c'est souvent dans les librairies, c'est plus les femmes qui viennent. Euh, et avec l'enfant, c'était régulièrement la mère, très peu le père. Souvent la mère qui venait puis qui disait mon enfant ne lit pas, mais il faut qu'il lise quelque chose pendant l'été. Et je demandais à l'enfant, je disais mais qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Puis bon, rien à part Harry Potter. Hein, à part Harry Potter, enfin lesquels tu as lu? Tous. Ah ben à ce moment-là tu peux tout lire. Hein. Tu peux lire tout ce qui est dans la librairie. Et c'est ça que je trouvais absurde, c'est qu'en fait on a des bouquins euh, qui qui sont pas, faut pas les classifier comme ça. Enfin, je veux dire, euh, pour moi, un livre, euh, quand je lis Ponty, c'est pas de la jeunesse pour moi. Est-ce que c'est de la jeunesse? Est-ce que c'est adulte? Enfin, je veux dire, c'est un peu ce qu'on dit par rapport au Petit Prince de Saint-Exupéry, où c'est étudié à l'université, puis c'est lu par des. Mais là, il y a des collections adultes et des collections enfants, jeunesse. Euh, voilà. Mais voilà, c'est, mais il y a des fleurs pour Algernon, ça me. Ah non, ah oui, c'est Daniel Case, des fleurs pour Algernon. C'est pas Algernon, je pensais, tout d'un coup, je réagis. Je pense à un écrivain de SF qui a un nom un peu similaire à Algernon. C'est ça qui me fait tromper. Daniel Case, ok. Euh, et donc, oui, je pense il faut décloisonner tout ça. Faut pas s'attacher à se dire, ouais, c'est un bouquin jeunesse, donc je vais pas le lire parce que j'ai 60 ans. Ah oui, non, désolé. Non, mais il n'y a pas à être désolé de quoi que ce soit. Ouais, oui, c'est bien Daniel Case. Oui. C'est moi qui ai mal. Mon cerveau était lent. Voilà. Et ouais, non, 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 très bien. Je vais regarder ça. Et pour moi, c'est pas. Enfin, je veux dire, il y a pas de honte en tant qu'adulte de lire un livre jeunesse, et il n'y a pas de transgression euh, pour un enfant de lire un ouvrage adulte. Ah, pour moi, il y a vraiment. Faut arrêter les censures. Enfin, je sais pas si. Euh, bon, moi, j'ai pas 26 ans, hein, mais euh, ça se voit un peu. Quand une personne de l'âge de mes parents étaient enfants, ils avaient accès à des bibliothèques, les bibliothèques de leurs parents, quand ils avaient des bibliothèques, c'était Victor Hugo, c'était des classiques, et c'était Dumas, et ils lisaient tout ça. Ouais, 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 ouais. Ah oui, alors nous faire voyager, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment ça. Eh tiens, en parlant voyage, j'avais sorti celui-là, ça tombe bien. Le dehors et le dedans, Nicolas Bouvier. Oui, mais je suis d'accord, c'est vraiment. Et en fait, là, si on prend Nicolas Bouvier, est-ce que c'est un livre pour adultes, pour enfants? Est-ce que c'est étudié? Enfin, est-ce que c'est proposé aux enfants? Voilà. Euh, Qu'est-ce qui nous est arrivé l'autre jour? C'était avec mes petits-enfants. C'était quel texte? Laura va s'en souvenir. Euh, que Octave nous a lu une poésie. Euh, C'était incroyable, quoi. On est tombé sur le. Il avait juste entendu son frère réciter sa poésie comme ça. Et en fait, il l'avait apprise. Et, euh, et c'était fou. Euh, ouais. Euh, ah, zut, ça me revient. C'était pas Apollinaire, je sais plus. Enfin, bref. Allons-y sur Nicolas Bouvier, qui lui, voilà, nous a fait voyager, nous fait voyager. Mais il n'y a pas besoin d'être un écrivain voyageur pour faire voyager. Les Indes galantes. Nombril du continent, poumon léger du monde et poussière douce aux pieds. Cette route a beaucoup pour elle. Dans tous les axes de la boussole, c'est l'espace et l'éternité. Savane couleur de cuir, vautours en rond dans le ciel cannelle, village vert autour d'une flaque, dieux érectiles couverts de minium et de papier d'argent, cité croulante d'arabiscotés et de regards qui croisent le tien jusqu'à l'écœurement. Tu te pousses à petite allure,
Un mois passe comme rien. Tu consultes la carte pour voir où t'a mené la dérive du voyage. Delta vert pâle comme des paumes ouvertes, plissement brun des hauts plateaux, les petits cigares noués d'un fil rouge ne coûtent que 5 annas la botte. Où irons-nous demain? À la gare de Besvada, tu as dormi sur un banc. Tu sentais dans tes reins le poids de la journée. Des quatre coins de la nuit, les locomotives arrivaient en meuglant comme des navires, paraphes de nacre sur les eucalyptus. La lune montante était si pleine, et la vie devenue si fine, qu'il n'était ce soir-là plus d'autre perfection que dans la mort. Et ça a été écrit à Solarpur, en Inde centrale, en 1978. Ah oui, c'était Sangor. Il avait eu du Sangor, Octave. Incroyable. 5 ans. Il avait appris cette poésie de Sangor que son frère apprenait pour l'école. Quelques années de plus. Ah, c'était phénoménal. Et ouais. Love Song 2. Si vous voulez, peignez haut dans l'air sec vos icônes de neige. Entourez-les de majuscules ornées pendant que les flocons fondent sur votre langue. Alléluia. Moi, j'ai d'autres affaires. Je traverse en dormant la nuit hémisphérique, derrière le velours de l'absence. Je retrouve à tâtons l'amande d'un visage, soit ancienne, les yeux couchés dedans. Fenêtre où je t'ai vu tant de fois accoudé, frêle, et m'interrogeant, comme un signe ou comme un présage, dont on n'est pas certain d'avoir trouvé le sens. Le chant vert du loriot ne sait rien du silence. Nord-Japon, hiver 1966. Le chant vert du loriot ne sait rien du silence. Voilà. Et ouais, c'est vrai qu'on voyage. On voyage vraiment magnifiquement avec ces livres. Et je suis vraiment d'accord. Moi, je m'en fous de que ça soit jeunesse, que ça soit adulte, que ça soit SF, que ce soit. Là, je viens de lire aussi un bouquin que j'adore, qui va paraître aussi. Et ça, c'est chez Licélas. C'est Marie-Jeanne Hurek. Je vous fais le pitch. Ça s'appelle K comme almanach. Et ça va paraître à la rentrée. Et c'est le récit d'un allumeur de réverbère. Cet allumeur de réverbère, il est dans une ville où les gens partent, ils prennent une navette pour aller sur une autre planète. On ne sait pas trop. Sa femme, par exemple, part. On ne sait pas vraiment si elle part parce qu'elle en a marre de lui ou si elle part pour l'attrait de la planète. Et le fait que les gens partent, on voit la ville qui commence à se délabrer. Enfin, on voit les herbes qui poussent. Le problème, c'est qu'avec les réverbères, si l'herbe pousse, ça risque d'enlever la lumière. Donc, il va commencer à arracher l'herbe, il va pisser dessus pour la détruire, il va la couper, jusqu'au jour où, au bord d'un point d'eau, on ne sait pas si c'est un lac, si c'est la mer, il y a une barque qui est là. Il va trouver un jeune enfant, on va deviner que c'est un enfant de migrant qui est là. Et ouais, non, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Et cet enfant, justement, va suivre cet allumeur de réverbère. Il va pas prononcer un mot, il va pas parler du tout. Mais il va le suivre. Ils vont aller chasser ensemble, ils vont aller pêcher ensemble. Et puis, un jour, il va être dans une église, et puis il va prendre de l'eau bénite, puis il va jeter par terre, puis ça va tuer l'herbe. Aussitôt, ils vont faire le tour des bénitiers, et puis faire en sorte que l'herbe meure. Et on va voir, en fait, à un certain moment, il ne va plus y avoir d'eau bénite. On va voir, en fait, ces réverbères avec ces lumières qui vont, des fois, s'éteindre avec la montée de l'herbe, se rallumer, etc. Et puis, ces maisons se fissurent de plus en plus. Dans son immeuble, ses voisins, il ne reste plus que sa vieille voisine qui est là, on ne sait pas si elle va partir. Et en fait, je ne vous dis pas la fin, mais il y a la dernière navette. Est-ce que l'enfant prendra la place, ce qu'il aimerait, cet allumeur de réverbère, prendra la place de cet allumeur de réverbère? Ce sera lui, le futur allumeur de réverbère. Ou est-ce qu'ils prendront la navette? Voilà.
Ah ouais, non, c'est un bouquin génial. Euh, je sais pas s'il est déjà référencé sur le site d'Elie Sellas, mais Marie-Jeanne Hurek, je l'ai dit, le titre, K comme almanach. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça par contre. Je n'ai pas demandé à l'éditeur, mais c'est très surprenant. Voilà. Euh, ouais, c'est vraiment. J'avais lu La Terre tremblante de Marie-Jeanne Hurek que j'avais beaucoup aimé, mais celui-ci je le trouve encore plus beau. Allez, on termine par Mahmoud Darwich, Ne t'excuse pas, aux éditions Actes Sud. Alors ça s'appelle K comme almanach dans la collection Mycélium Mi-Raisin chez Elie Sellas. Laura, je ne sais pas si tu arrives à trouver la référence. Je ne sais pas s'il est déjà mis sur leur site, hein. mais, euh, mais sinon je mets la référence juste après la lecture de Mahmoud Darwich, parce que comme ça il y aura le code barre, il y aura tout. Enfin, c'est possible de réserver chez L'Oréal. La description des nuages exige de faire diligence. En une fraction de seconde, ils ne sont plus eux, ils sont autres. Wisława Szymborska. La description des nuages requiert un savoir-faire qui ne m'a pas été donné. Je marche sur une montagne et je regarde les nuages en contrebas. Ils pendent des lisières de l'azur, légers et transparents, comme du coton cardé par les vents. Une idée blanche sur le sens de l'existence. Des dieux révisent peut-être la Genèse. Pas de forme définitive pour cet univers, pas d'histoire pour les formes. Je regarde en contrebas et je vois la forme surgir de l'informe. Le plumage de l'oiseau pousse dans les cornes blanches du bouquetin, et le visage de l'homme monte de l'aile de l'oiseau marin. Les nuages nous dessinent à leur façon, et les visages se mêlent aux visions. Rien ne s'est accompli ni personne. Un instant encore, et ton image nouvelle sera celle du tigre, blessé par le sceptre du vent. Des peintres anonymes se tiennent encore devant toi. Ils jouent, dessinent l'absolu éternel, blanc, tels les nuages sur le mur de l'univers. Et les poètes bâtissent de nuages les demeures et passent. Pour chacun des sens, une image. Pour chaque temps, un nuage. Mais la vie des nuages est brève dans le vent, ainsi que l'éternel provisoire dans les poèmes, qui ne s'achèvent ni ne durent. J'ai la chance de marcher sur une montagne et de garder les nuages en contrebas, et de regarder les nuages en contrebas. De garder les nuages, c'est pas. Allez, un petit dernier. Dis ce que bon te semble. Dis ce que bon te semble, fais ton choix de lettres. Assemble-les que naissent les mots, énigmatiques et clairs, et la parole commencera. Pose la rhétorique sur la métaphore sur l'imagination, l'imagination sur ses vœux lointains, le lointain sur le lointain. La cadence naîtra dans la mêlée des images singulières, venues de la rencontre du réel et de l'imaginaire rétif. Viens-tu d'écrire un poème? Non. Trop ou peu de sel dans le vocabulaire. Un accident a peut-être perturbé l'équilibre de l'équation des ombres. Un aigle est peut-être mort au sommet des montagnes. La terre du symbole s'est peut-être allégée dans la métaphore et les vents l'ont violée. Elle est peut-être devenue lourde au plumage de l'imagination. Ton cœur n'a peut-être pas bien réfléchi. Ta pensée n'a peut-être pas ressenti ce qui t'ébranle. La poésie est l'épouse du lendemain et la fille du passé. Elle campe en un lieu mystérieux entre l'écrit et le dit. Viens-tu d'écrire le poème? Non. Qu'as-tu donc écrit? J'ai rédigé un cours et j'ai abandonné la poésie depuis que j'ai connu l'alchimie du poème. Je me suis retiré. Voilà. Ouais. Ben oui, merci Laura pour tous les liens que tu nous donnes. Merci beaucoup Monsieur Flop pour ces suggestions. En fait, ce que je fais, c'est que après chaque Twitch, je mets sur ma chaîne YouTube. Après, ça va sur mon site et je mets les sources des livres dont j'ai parlé,
mais aussi dont les différentes personnes ont parlé. C'est ça. Ne t'excuse pas de Mahmoud Darwich, aux éditions dessus. Et donc voilà, je mettrai les deux titres, Nicolas Taken, Toxique, et Daniel Case, Des fleurs pour Algernon. Et puis je vais regarder ça de plus près. Et puis peut-être que ça deviendra comme le précédent Twitch que j'ai fait, où c'était une suggestion d'un auteur. Puis j'ai décidé de prendre ce livre comme base pour parler d'autres livres, parce que c'est un bouquin que j'avais beaucoup aimé. Tu te rappelles, Laura, de comment était ce bouquin? Ouais, je me souviens plus des titres. C'est Just, je crois, l'auteur. Enfin, c'était sur le lien du précédent Twitch. Voilà, et puis ouais, c'était un roman noir qui m'avait été parlé comme ça. J'ai commandé chez mon libraire et puis j'ai lu ça. Je me dit, c'est génial ce truc. Et bah, j'ai commandé 2 bouquins de cet auteur à la liseuse aujourd'hui, quoi, pour continuer à lire. Comme quoi, on a besoin de vous, on a besoin de croiser nos lectures. C'est toujours des découvertes. Alors un grand merci, Monsieur Flop. Une belle soirée à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve mardi. Et mardi, il y aura une surprise parce que je serai avec quelqu'un qui est dans le monde du livre aussi, normalement. Attention. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Salut!